Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport d'un type tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de LOL pour l'introduction des Arlequins avec la V9. Cette armée de Xenos, qui fait partie de la grande famille des Aeldari, est apparue en 1989 dans la V1 de Warhammer 40 000 dans un ouvrage qui reprenait beaucoup d'entrées qu'on a appelé le Compendium. Il a fallu attendre le premier codex des Eldar en 94 dans la version 2 de Warhammer 40 000 pour avoir justement une partie dédiée aux Arlequins. Alors qu'en V3, ils ont eu vraiment, toujours dans le codex Eldar, une vraie partie pour eux. Ensuite, ils ont eu leur propre codex en V7 en 2015 et la version actuelle qu'on joue date de mai 2018 qui est donc un codex V8. Toi, depuis quand tu les connais et aussi depuis quand tu les joues et depuis quand tu joues à Warhammer 40 000? Alors j'ai commencé à jouer en même temps que les Eldar, donc dès qu'ils sont apparus dans le codex Eldar, donc avec les vieilles figues en métal dont tu parlais, où il y avait en plus des choix de troupes et des choix d'options un peu différentes. Donc dès la V2, j'en avais quelques-unes. Je l'ai joué en 94. Je suis vieux. Comment tu es vieux? Je me suis remis à les jouer quand je suis revenu au jeu, à peu près aux alentours de 2015. Donc pareil, avec les nouveaux codex qui sont arrivés. T'as parlé d'une forme d'aura autour de cette armée. Qu'est-ce qui t'a séduit vraiment chez eux? Esthétiquement, il y a ce côté un peu steampunk, clown, mais le clown qui fait peur, ouais. ça. Le clown qu'on n'aime pas, quoi, voilà. Pour la petite anecdote, je me suis retenu d'aller aux toilettes pendant toute mon primaire. J'ai chopé des crampes au bide parce que je voulais pas aller aux toilettes tout seul pendant les cours. À cause de ce film de merde. Stephen King, si tu regardes ces vidéos, if you see this video, I don't like you. Donc non, vraiment ils ont un esthétisme et en plus ils apportaient un côté un peu fou, un peu loufoque, qui n'avait pas les Eldar, qui avait un côté un peu hautain. Oui, un peu hautain, un peu strict. Là où les Eldar noirs, eux, pour le coup, ont ce côté vraiment malsain et vraiment dangereux, cuir, clou. Là, il y avait une sorte d'entre-deux, mais un côté fou, un côté, voilà, un peu... et le steampunk, et le côté complètement loufoque. T'as parlé de cet aspect malsain pour les définir, ce qui te va très bien. Pour l'aspect gameplay, qu'est-ce qui te plaît chez eux? Comment est-ce que tu définirais leur gameplay, avantages, inconvénients? Le gros avantage, on reste un peu comme sur le reste des Zonai et le reste des Eldar, c'est leur rapidité et leur mobilité. C'est une armée où on peut vraiment traverser la table. Ça, c'est vachement agréable. En fait, on se retrouve pas bloqué. Voilà, il y a ce côté-là. Le côté synergie et combo, pas très permissif, donc ça va être plutôt dans les inconvénients. La globalité des Zonai et donc les Arlequins a ce côté très combo à faire, synergie, qui peut donner un côté très satisfaisant quand ça marche. Voilà. Et ça, c'est très agréable, en plus de la mobilité. Alors, t'as parlé mobilité, t'as parlé aussi justement combo, ça veut dire frappe chirurgicale, ça veut aussi dire avoir une vision de la table à sanction, quelque part, pour son adversaire. À sanction, exactement, ça veut dire on joue à deux. Voilà, on joue pas seul à dérouler son plan. Faut vraiment être en réaction avec des unités chirurgicales, des unités. Si on les envoie au mauvais endroit, on est puni aussi. Pour ça que c'est une armée qui est peut-être pas une armée à conseiller en première intention, parce qu'elle va être moins permissive, mais il y a un côté très fun à jouer. Ça va avec leur caractère. On les imagine bien sautillant, courant partout, avec le risque de se prendre une claque en retour, si jamais ça passe pas. La contrepartie, par contre, c'est que clairement, c'est de l'endu 3. C'est fragile, c'est très fragile. Ça tanque mal, ça aime pas la statue, ça aime pas les grosses baffes. C'est de l'invu, mais on va le voir quand on va arriver au codex et au psychic awakening qui sont arrivés. Il y a quelques outils pour ça, mais c'est vraiment la notion de non permissif. C'est si on réussit pas à faire mal, le retour de boomerang, lui, par contre, il va te faire mal, il y a 0 tout. Là, tu as parlé justement, donc, on va dire, du caractère intrinsèque de l'armée. Comme tu l'as dit aussi, ça se traduit par un codex écrit et fait pour la V8. Et aussi, justement, alors l'équivalent d'un Psychic Awakening, donc en fait de supplément, qui lui a été mis dans un White Dwarf avec la partie Deathwatch. Déjà, est-ce qu'un joueur qui veut commencer Arlequin doit se procurer le codex, doit impérativement jouer avec le PA? Qu'est-ce qui sort du codex en termes de caractère et qu'est-ce que va apporter ou pallier ce PA? Il faut les deux. Il faut les deux, déjà parce que c'est sorti à travers un White Dwarf, donc on va dire que c'est un investissement, si on devait parler juste sur cet aspect-là, qui est réduit par rapport à un autre codex ou un autre Psychic Awakening, un autre bouquin. Et clairement, c'est un up. C'est un up sur les rôles pivots. Chaque personnage, donc le Shadow Seer, le Troop Master, le Death Jester et le Solitaire, qui sont les 4 personnages phares existants dans le codex, ont une habilité naturelle et là on nous offre des rôles pivots supplémentaires donc qui peut vraiment orienter la liste ou apporter un vrai buff sur ces unités là. Clairement dans le codex il y a tout ce dont on parlait avant, toute cette aura de mobilité, ça se retrouve même s'il était identifié V8 avec des choses qui restent en V9, on en parlera après, qui restent très forts et qu'on up le codex Arlequin, on reste sur du chirurgical,
peu d'entrées malheureusement, c'est un peu la contrepartie, mais des entrées dans lesquelles on peut vraiment choisir un gameplay, que ce soit au travers des masques, qui est l'équivalent des chapitres ou des vaisseaux mondes, donc avec une vraie logique de jeu, plutôt tir, plutôt corps à corps, et dans ces différentes options sur un nombre d'entrées limité, vraiment choisir un style de jeu qui va encore plus se ressentir à travers ce qui est arrivé dans Psychic Awakening, c'est-à-dire les rôles pivots et les quelques stratagèmes qui arrivent qui apportent un vrai up en tant qu'iness ou en action de jeu pendant la game. Là, tu restes très high level justement dans ta façon de décrire cette armée. Si on rentre un petit peu dans le détail, encore une fois, V8, V9, limite, on s'en fout parce qu'on n'est pas tributaire d'un mot-clé vol. Ça fait partie du datasheet, cette fameuse règle de désengager tiré, désengager chargé. Le Rising Crescendo, c'est la règle phare des Harlequins qui font qu'ils ont un faux mot-clé vol et donc ils vont pas être tributaires, comme tu le dis, du nerf de la V9. C'est vraiment dans la logique de mobilité. Tu fais move, advance, tu as le droit de charger. Quand tu es engagé, tu peux te désengager, retirer et charger. Ce qui est très bien parce que le nombre d'unités fait qu'il faut absolument ça. On est sur des unités qui peuvent être buffées grâce au Shadow Seer qui peut leur permettre d'avoir un double move. Des motos qui peuvent faire 22 avec un advance automatique à 6. Des véhicules qui pareil peuvent faire 22. Donc cette notion de mobilité très forte et le fait qu'ils ne restent pas coincés une fois qu'ils ont impacté quelque chose, même s'ils ont potentiellement pas eu l'impact aussi fort qu'ils voulaient avoir. D'accord. Tu as aussi parlé de peu d'entrées, justement, ça va se traduire par quoi? Déjà, si on regarde un petit peu les QG, tu viens de parler du Shadow Seer, c'est le magicien de l'armée, donc psyker, le buffer. Il va avoir comme sort, tu l'as dit, et on l'a vu d'ailleurs, un double move qui passe sur du 6, donc qui passera, on va dire, à 75% du temps, plus avec le petit chamallow, et on va en parler aussi, mais les points de commandement sont un vrai buff avec du passage à la V9, mais ça on y reviendra après. Qu'est-ce qui va te permettre d'autre finalement, ce personnage? Il a une aura qui fait qu'on a -1 pour bless l'infanterie. Grâce au Psychic Awakening, on a un stratagème qui permet de l'étendre aux motos et au transport. C'est ce petit buff en plus, le -1 pour bless quand on est une endu 3 ou quand on a des véhicules avec une endu 5 ou des motos avec une endu 4, fait qu'on passe certains paliers vis-à-vis d'armes qui est pas négligeable. C'est une capacité passive en plus, donc t'es pas tributaire d'un jet de dés pour que ça passe. Exactement. Tu as donc ce stratagème sur 2 PC qui te permet de l'étendre aux véhicules, pas uniquement sur l'infanterie. Donc le Shadow Seer, c'est quasiment l'entrée. On n'a que 2 QG de toute manière. Donc le Shadow Seer, c'est quasiment... T'as 4 entrées alors. Le Troop Master, qui est l'autre QG, lui, pour le coup, c'est un buff d'agression, puisque c'est les reroll bless au corps à corps. Donc c'est pour cet aspect Glass Cannon, c'est important de l'avoir aussi. Comme on parlait tout à l'heure, c'est vraiment des notions de combo, de synergie, qui peuvent être très satisfaisants. Mais si tu n'y arrives pas, tu risques de rebondir. Et là, pour le coup, la sanction, elle est énorme. Je vais juste traduire ce que tu as dit. Tu as parlé de reroll des blessures. Pour vraiment les débutants de Warhammer 40 000, c'est le fait, une fois qu'on a touché, de devoir blesser. Donc en fait, c'est force versus endurance. Et en fait, ce perso te permet de relancer certains jets pour blesser. Donc ça, c'est très fort. Tu as parlé de Glass Cannon. C'est le fait de faire très mal, mais derrière d'être très fragile ou très sujet à variable. On va dire ça comme ça. Exactement. Et c'est vraiment la problématique des Harlequins, des Eldar en général, mais des Harlequins encore plus, puisque eux derrière, ils ont qu'une invulnérable. Toute l'armée n'a vue à 4, on pourrait se dire c'est génial, mais la vue à 4, c'est 50%. Donc voilà, tu peux l'améliorer avec des stratagèmes. On parlait de la tankiness, donc dès que tu fais un advance, tu peux mettre une unité en 3+1 vue. Si tu l'as fait double move, une unité pendant la phase de psychique, donc avec le sort du Shadow Seer, tu peux en avoir potentiellement une deuxième. Tu as aussi des stratagèmes qui font que dès qu'il y en a une qui subit des blessures, tu peux lui mettre une 3+1 vue. Mais ça n'empêche que sur le nombre d'unités que tu as, il y en a beaucoup qui vont rester à 4+1 vue, donc qui vont souffrir de la saturation. Donc clairement, cet aspect frappe chirurgicale, il faut que ce soit impactant et il faut pas se viander derrière, sinon le bon manque fait mal. Donc, déjà, tu as parlé uniquement de QG. Tu les jouerais en quelle configuration? Sous-entendu, sur une liste à 1000, on va partir sur un de chaque quasiment. Sur 2000, t'en mettrais combien? Sur 2000, il y a des vrais choix et ça va se retrouver dans le codex avec les masques, donc des masques qui ont des orientations. Tu as des masques très connus comme le Dépi Culminant qui vont plutôt être orientés de tir, Frozen Astre Glacé qui est plutôt dirigé vers le corps à corps. Automatiquement, ça va faire que sur tes 3 QG d'un bataillon à 2000 points, tu vas plutôt être sur 2 troupes master pour avoir vraiment une volonté d'agressivité en Astre Glacé ou 2 Shadow Seer et un troupe master. Le but étant là pour le coup d'être peut-être plus dans le double move, dans le buff et d'aller sélectionner des unités, d'envoyer des motos pour aller vraiment éliminer les grosses menaces et gérer au fur et à mesure le camp adverse. Tu as parlé d'un exemple de bataillon. De toute façon, tu n'auras pas tellement le choix puisque il va falloir remplir les points. Et comme tu n'as qu'un seul choix de troupes,
automatiquement, ça sera à mon avis 3 minimum, donc peut-être Oui. 3 x 5. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des troupes? C'est une des unités les plus customisables, je pense, quasiment du jeu, puisque chaque figurine peut être équipée de 2 à 3 armes de corps à corps différentes, pareil au tir. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux? Est-ce que c'est transport automatique, auto-include, parce que Endurance 3, sauvegarde à 4, ce qui est vraiment pas terrible pour le coup pour une Endurance de 3. Certes, c'est une invulnérable, mais contre un coup de bolter, tu t'en foutras. Qu'est-ce que tu peux nous dire vraiment sur cette troupe? Comme tu l'as dit, le fait d'avoir qu'une seule troupe fait que elle est customisable, c'est génial. Donc tu peux vraiment choisir cette orientation, donc d'avoir des troupes full armes de corps à corps, tu leur laisses leur pistolet shuriken, donc avec une vraie volonté d'aller au contact, ou les faire mixtes, ça veut dire avec des pistolets fuseurs et une arme de corps à corps, ou les faire que pistolet fuseur. Ça, automatiquement, va customiser ta liste et va avoir cette orientation-là. Les deux options vont être plutôt, aujourd'hui, soit d'en avoir 5, voire 6, mais on sait qu'avec le blast et les cohésions, tu vas plutôt être sur des unités de 5, et donc de les avoir embarqués. Parce que pareil, ça rajoute leur mobilité. Les véhicules font 22 de manière systématique, en fait, font 16 de mouvement et 6 advance automatiques. Si tu prends le dépit culminant, mais c'est des armes d'assaut, donc même si tu le prenais, tu aurais qu'un malus de -1, c'est pas énorme. Il y a une vraie volonté de mobilité, puisque si tir, donc t'es pas, enfin voilà, en ratio bénéfice-risque, t'es pas non plus à tirer une balle dans le pied. Ou l'autre option qu'on a pu voir en V8, peut-être qu'on le verra peut-être moins en V9, parce que le blast et la cohésion vont être plus punitifs, c'est des grosses unités, quasiment que des mecs à pied, parce que ça n'empêche que ils bougent de 8, ils advance, et ils peuvent, malgré ça, charger derrière. Donc tu peux avoir une cinquantaine, une centaine de troupes qui font cette ligne droite, et le but c'est de prendre la map, mais bon, derrière ça reste que de l'endu 3, une 4+1 vue. Selon ce que tu as en face de toi, ça peut être un mauvais choix. Voilà. Donc vraiment, c'est des listes soit à base, on va dire, de taxi-troupes, avec justement à chaque fois le transport et 5 mecs dedans ou 6 mecs dedans, qui vont donc débloquer certaines synergies, et limite on en reparlera après quand on parlera des masses de débarquer, rembarquer, et ainsi de suite. Ou alors, comme tu l'as dit, justement de la piétaille, peut-être fond de cours ou ainsi de suite, pour faire les deux. Rarement un mixte, c'est souvent une orientation de liste. C'est ce qu'on voit quand même, et bien évidemment les motos. Les motos qui sont l'entrée d'attaque rapide. L'entrée d'attaque rapide, donc pas de choix, pas de discussion, pas de négociation. Qui sont très fortes, très fortes, qui sont très fortes en anti-véhicule, en projection. Tu peux leur mettre une 3+1 vue grâce au stratagème, et donc tu peux vraiment aller bloquer l'adversaire, lui créer une menace en 3+1 vue, 3 points de vie chacun, -1 pour être touché au tir, naturel puisqu'ils ont des lanceurs mirage, tous les véhicules ont un lanceur mirage, qui fait que tu vas créer une menace dans le camp adverse qui va devoir gérer, et toi ça va te permettre de bouger en attendant. Parce qu'avec double move, tu peux bouger jusqu'à 44, ce qui est quand même énorme sur les nouveaux formats de table. Et chargé. Sur les nouveaux formats de table, tu traverses la table. Donc, si tu as le T1, tu peux vraiment aller bloquer une unité, voire une grosse partie de la zone. Faudrait vérifier, mais je pense que 44 pouces, tu peux même aller chez Game Workshop chercher les figurines et revenir, t'es à 38 pouces. Et tu les as peintes en tout temps. Donc non, c'est une vraie force. On revient à ce qu'on disait au tout début. Les Eldar sont très mobiles et les Harlequins jouent vraiment là-dessus. Même s'ils sont fragiles, tu peux vraiment créer et donc diriger le jeu adverse grâce à ça. Par rapport au choix d'équipement, on va s'attarder un petit peu dessus puisqu'on n'a qu'une entrée d'attaque rapide. Tu as parlé du canon Wire qui est en fait l'anti-char. Il va faire des 6 tirs qui, une fois qu'elles ont touché pour blesser sur un 4+, feront une mortelle et sur un 6 feront des 3 blessures mortelles sur les mots-clés véhicules. Donc ça fait de la bonne saturation quoi qu'il arrive et surtout ça fait de la BM sur des tanks. Donc ça c'est quoi? C'est auto-include par rapport à la Katachu? Oui, par rapport au canon Shuriken, moi c'est systématique. Pourquoi? Parce que ça te permet justement sur les troupes d'avoir cette réflexion de pisto-fuseur ou pas pisto-fuseur. On a du véhicule. T'as quasiment toujours soit un dreadnought, soit des véhicules, des transports, des Renault ou autres, qui font que c'est difficile de s'en passer. Et malgré ça, c'est force 4, PA-1, un dommage. Donc même vis-à-vis de la Horde, ce D6, et en particulier, c'est le mot-clé Blast, fait que tu n'es pas non plus sans ressources si en face de toi, ce n'est pas... Très intéressant, tu as parlé des différents véhicules. Certes, t'as les ICA, les véhicules à menace, on va parler, je sais pas, des tanks tout simplement qui vont taper très fort ou vraiment des trucs au corps à corps. C'est intéressant parce que même au niveau des transports, on doit être capable aujourd'hui de retirer 10 PV endurance 7 type un Rhino parce que aujourd'hui les cinématiques qu'on a sur les différents tours et sur comment on perd une game, c'est le Rhino il est posé sur un objectif et si tu pètes en tir, le mec débarque et derrière il est super OP et tu l'es dans le cul. Alors que là l'intérêt de l'Arlequin, c'est comme tu peux te démerder aussi bien au tir qu'au corps à corps, si tu pètes le chausson de cette unité au tir, tu l'impactes au corps à corps et c'est YOLO parce qu'en plus de ça, tu t'en sers comme d'un tremplin pour aller te mettre sur un objectif. C'est un peu la logique, c'est-à-dire par rapport à ce Kinder Surprise, la logique Kinder Surprise, j'envoie un Rhino full troupe, les motos vont fumer potentiellement le véhicule, même assez fort, et derrière tu peux soit envoyer les motos, parce qu'elles ont quand même 3 attaques, et si tu leur as mis la vouge Zephyr, elles font mal, ou sinon d'avoir une troupe derrière d'Arlequins qui eux vont charger ce qui a débarqué et prendront l'objet et raseront potentiellement, ou en tout cas vont prendre
la suprématie de cet objectif. En étant super OP versus les motos. Tu as parlé justement du choix d'équipement de la Vouge. Donc par rapport à l'option de tir de cette unité, pas tellement de débat, donc ça sera le canon Airwire. Et au corps à corps, donc c'est quoi? C'est Bolas? C'est parce que c'est stylé à dire? Ou alors la Vouge? Là, pour le coup, il y a un vrai choix. La Vouge n'est pas systématique. Tu vas peut-être être plus dans une option de moto agressive. Le Airwire, tu peux le garder juste avec le Bolas, avec plutôt des options. Tu as le stratagème qu'ont tous les Zonai et les Zelda, de tirer et aller te cacher. Fire and Fade, qui pour un PC te permet de faire 7 pouces après avoir tiré. Donc là, pour le coup, tu peux vraiment les utiliser en mode guérilla. Tirer, je me plante, tirer, je me plante. Avec la Vouge, ça reste force 4, mais c'est PA-2, 2 dégâts. Là, tu peux vraiment avoir une volonté d'aller te projeter et d'aller embêter l'adversaire et d'aller, comme tu le disais, l'effet Kender surprise, je détruis ton véhicule. Ce qui en sort, je l'impacte. 3 attaques, 5 motos, ça fait 15 attaques. Voilà. Et je vais raser, ou en tout cas, je vais grandement amoindrir ce qui en est sorti. Donc ça peut être l'autre option. Ça up le coup en points. Voilà, c'est là où pour le coup, tu peux avoir des vraies réflexions sur une ou deux unités de moto, à n'en avoir qu'une seule avec des Vouges, qui aura une autre logique de jeu, qui sera plutôt dans la projection, face à une autre qui sera plus, pas fond de cours, mais milieu de table, avec cet effet guérilla, agression millimétrée, et je vais me cacher. Donc on parle d'une unité qui est très coup de poing, avec une grosse mobilité encore plus séduisante que les troupes, même si ceux-ci ne sont pas super OP. Derrière, on va retrouver quoi? Est-ce que t'en mettrais systématiquement dans des listes? On a des listes très orientées qui vont de 15 à 18 motos, mais sans pour autant aller dans cette orientation-là. Pour toi, c'est quoi le bon compromis pour pas forcément jouer du spam et avoir quand même suffisamment d'impact? Par 3, ça va être trop léger. Par 3, ça peut être... Oui, ça va être trop léger, mais là, pour le coup, ça va être une autre orientation aussi. La petite unité de 3 qui va aller prendre l'objet au fond de cours et qui va se retrouver à être l'épine dans le pied de l'adversaire. Ce qu'on voit beaucoup comme liste, c'est au minimum 2x5. Voire 3x5. Il y a des listes qui tournent, mais tu joues sur les troupes, donc tu es obligé de tirer vers le bas le nombre de troupes. Mais 3x5, parce que ça reste dans du 4. -1 pour être touché naturellement grâce au lanceur Mirage. Le stratagème avec un chat de cire qui fait que tu peux avoir -1 pour les blessés. Et très rapidement, tu as une, voire 2 unités en 3+1 vue. Avec 3 PEV chacun. Là, ça commence à être embêtant. C'est le 3 PEV qui est très chiant parce qu'on le voit et on va le voir d'autant plus demain quand on verra des bolters lourds qui passeront dégâts 2 et ainsi de suite. Le 2 PV va devenir vraiment la norme, alors que le dégât 3, derrière, va amputer une blessure supplémentaire sur la même figurine. Donc ça aussi, c'est fort. C'est exactement ça, c'est-à-dire que tu vas embêter l'adversaire déjà parce que tu vas être très rapidement dans son camp, parce que ça va être quelque chose qu'il ne peut pas négliger, même si l'impact peut être limité du fait de la force 4, il peut pas ne pas s'en occuper. Une 3+1 vue, -1 pour être touché, et donc ce 3 dégâts qui fait que tu vas être obligé potentiellement d'utiliser plus de ressources que nécessaire pour être sûr de raser l'escouade. On passe ensuite au niveau des élites. Alors on trouve que 2 choix et ces 2 figurines individuelles. On va avoir le Death Jester qui est le sniper et le solitaire. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur le Death Jester? Le Death Jester, on va dire que c'est le sniper portée courte, 24 pas, mais qui peut être embarqué, c'est une arme d'assaut. Clairement, le solitaire et le Death Jester ont eu un gros bénéfice avec l'arrivée du Psychic Awakening. La possibilité de changer leur rôle pivot. Il y a 3 rôles pivots supplémentaires, donc on peut soit changer par rapport à l'aptitude naturelle, soit en mettre un supplémentaire avec un stratagème. Ils vont gagner vraiment en up et en mission identifiée. Le solitaire qui est le plus connu, on peut en avoir qu'un seul, comme son nom l'indique. Lui, c'est vraiment le missile. Ça veut lire, hein, tu sais. Ça va lire pour lui. Non, parce que le solitaire, il est seul. il y a un vrai côté missile qui peut être énorme. Il a des reliques comme la rose de Ségorach versus l'infanterie. Il peut vraiment devenir un chasseur de personnages adverses. Donc vraiment, il y a une petite saveur supplémentaire avec l'arrivée du Psychic Awakening. Il n'est pas auto-include parce qu'il est cher. C'est une des figurines les plus chères avec le Shadow Seer. Quand un adversaire tombe face à une liste où il y a un solitaire, il sait que c'est le mec qui va sauter de décor en décor et qui à un moment il va être dans ses lignes. Et il peut te raser une escouade. Il a 8 attaques de base. Tu peux très vite le monter à 10, 11 potentiellement. Dégâts flat 3 avec la relique ou même sans la relique, il est D3 parce qu'il a 2 armes de corps à corps. Et il peut te raser une escouade fond de cours et vraiment te créer un problème. Le solitaire, on le voyait beaucoup, plus que le Death Jester. Le Death Jester c'est lui qui a le plus bénéficié à mon sens, mais après ce n'est que mon avis, de l'arrivée des nouveaux rôles pivots et quelques reliques qui fait qu'il peut éliminer l'Overwatch, même si on sait qu'en V9 il est payant. L'Overwatch pouvait être très 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 punitif sur l'Arlequin. On n'a que 5 petits mecs en endu 3, t'en perds 2, tu perds énormément de ton impact. Il a ça, il a des... Entre 1 et 2 tirs. À
peu près. C'est pour moi, j'ai calculé, j'ai fait avant la vidéo. Il a des profils qui font qu'en plus il peut jouer sur le moral, sur la phase de morale et donc potentiellement d'attrition qu'il va y avoir en fin de game avec l'arrivée de la V9. Donc le Death Jester pour moi est celui qui a gagné le plus. On commence de plus en plus à avoir de listes avec au minimum 1 voire 2. Moi je trouve, là en plus la figue a une vraie aura, on est un peu dans le clown sombre, très sombre, tout en noir avec le masque de la mort. Voilà, pour moi il a le double effet en plus esthétisme. Et avant, il était sympa, mais sa portée courte faisait qu'il n'était pas très utile. Puis t'as la fillonne de 94. Oui, en plus, je l'ai. Et voilà, je trouve que voilà, les élites ont gagné grâce à l'arrivée du Psychic Awakening et on a peu d'entrées. Donc, quand on commence à faire des sélections de masques et de listes, le peu d'entrées fait que voilà, on peut vraiment tourner sa liste et son orientation comme on en a envie, soit avec un missile solitaire, soit avec des Death Jesters. Il y a un masque qui joue sur le moral. Donc en avoir un ou deux, pouvoir comboter, essayer d'aller agresser et de faire fuir l'adversaire. Même dans le fluff, ou en tout cas dans la logique de jeu, ça peut être très sympa à jouer. La dernière entrée, ou en tout cas le dernier kit disponible de la gamme, c'est le Void River, sous-entendu le transport ou le choix de soutien. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces deux rôles? Avantage, inconvénient. La bonne nouvelle, c'est que c'est un kit unique. Tu peux les monter, en tout cas, tu peux le customiser de telle manière à pouvoir jouer les deux en enlevant le canon arrière, parce qu'en l'occurrence, c'est la différence entre le Star Weaver et le Void River sont principalement un canon à l'arrière. Après, les options sur le Void River. Void River, moi, je l'ai jamais vu en intérêt. Vraiment, enfin, après. Le choix de soutien. Au choix de soutien, je l'ai jamais vu, je l'ai jamais quasiment rentré. Sauf sur des listes où tu es obligé d'aller chercher des soutiens ou autres, sur des tournois avec restrictions. Le Star Weaver vaut 80 points, il est super fort. Pour moi, il est auto-inclus parce que j'aime le transport. J'aime ce type de liste. Ça te fait gagner naturellement 3 pas de débarquement. Et puis c'est le transport, tu débarques tes gars, puis tu vas les poser sur un objet. Le -1 pour être touché en du 5. La 4+1 vue fait qu'il est pas facile à tuer. C'est une épine, encore une fois, dans le pied de l'adversaire, que ce soit pour du fond de cours, pour aller, comme tu le disais, pourquoi pas charger et prendre l'Overwatch à la place des copains. Ça permet aussi de faire des combos, on y reviendra après avec les masques pour réembarquer derrière et donc être encore une fois dans son chausson. C'est une armée qui a besoin de chaussons aussi. Oui, qui a besoin clairement de ça. Avec la V9 par rapport au T1, ou même parce que tu peux rebondir, ou ne pas avoir l'impact que tu pensais avoir, et donc te retrouver un peu mince, je vais mourir. Donc le fait d'avoir possibilité, donc avec certains masques, de réembarquer, ou d'avoir une épine que l'adversaire va être obligé de gérer, donc d'utiliser certaines ressources dessus, comme le Star Weaver, c'est obligatoire. Enfin pour moi. Après c'est des choix dans rotation. Clairement le Void River a peu de tirs. Il a peu d'impact. Le Haywire qu'on peut lui mettre, on va le retrouver sur les motos qui ont beaucoup plus d'impact, qui ont beaucoup plus de projection. Donc pour moi, le Void River, je n'ai jamais vu l'intérêt. Et à choisir, prenez le kit, mais pour l'utiliser en Star Weaver, customisez-le si jamais vous avez envie de jouer un Void River pour vous faire votre propre avis. Mais le transport, pour moi, est quasiment auto-inclus. Là, tu viens de nous faire une espèce d'analyse, justement, vraiment sortie du codex, entrée par entrée. Maintenant, on va vraiment se focaliser sur la V9, c'est-à-dire où sont les Arlequins en V9. La première question, c'est déjà migration coup en point. Est-ce que c'est des gagnants ou est-ce que c'est des perdants? C'est des gagnants. Clairement, si on devait faire une globalité, ils ont pris moins de 10%. Les persos les persos ont quasiment pris tous à peu près 5 points. Sauf le solitaire qui a pris un peu plus, 8 points de mémoire. Les motos ont pris un peu plus. Les troupes sont restées stables selon les options qu'on leur met, mais quasiment. Les véhicules n'ont pas bougé. Fait clairement partie des armées qui ont peu pris et qui restent gagnants en nombre d'unités ou en nombre de figues présentes à un nombre de points équivalent du fait du nouveau chapter approve et du up en points. Et ensuite, par rapport justement aux modifications des règles, sous-entendu le fait quant à Mock Level de ne plus pouvoir désengager et tirer, et aussi justement le changement esthétique des tables avec la fameuse règle occultante ou -1 pour toucher. Où se positionne les Arlequins là-dedans? Clairement, ils ont gagné. Ils étaient middle tier et ça fait partie des choses qui, pour certains, les font passer dans le tiers haut. La règle Rising Crescendo qui est dans la datasheet fait qu'ils ont un faux fly. En fait, ils n'ont pas le mot fly, donc ils n'ont pas pris le nerf du fly dans l'arrivée de la V9. Ils ont gagné énormément. Le fait de pouvoir traverser les décors avec leur ceinture, les occultants en plus, pour eux, pour éviter de se prendre la foudre, est un gros bénéfice. Donc ils ont gagné sur tous ces aspects-là. Le fait de pouvoir désengager naturellement, tirer, charger. Le fait de pouvoir traverser les décors, que ce soit les troupes, les véhicules ou les motos. Le seul qui a perdu du fait de la règle fly, c'est le transport. Mais le transport était beaucoup plus utilisé en absorption de l'Overwatch ou pour aller cliquer une unité. Ils ont que 6 tirs, c'est un petit
nerf vis-à-vis des listes Harlequin, mais rien comparativement au up qu'ils ont gagné avec l'arrivée de la V9, c'est sur ces mots-clés-là. À la limite, le seul nerf qu'il y a, c'est le fait que comme maintenant les véhicules peuvent tirer au corps à corps, sauf avec les armes à déflagration en ayant -1 avec leurs armes lourdes, c'est qu'avant tu pouvais aussi justement avec le désengagement de charge et ainsi de suite aller cliquer des véhicules. Là, tu n'iras pas cliquer un Punisher. Non, tu n'iras pas cliquer un Punisher. Après, tu as le -1 pour être touché, tu as une invue. Si ton transport a fait le job, pourquoi pas. Mais non, mais le reste de l'armée Harlequin, du fait de la règle dans la datasheet, a clairement pris un vrai up. Tu peux vraiment aller embêter l'adversaire justement et aller embêter du fly. C'est-à-dire que je vais aller cliquer du fly avec des motos. Toi, t'es bloqué. Voilà, on l'a vu sur une ou deux games. Tu peux vraiment avoir toujours cette logique-là de peut-être que je vais pas faire mal autant que je voudrais parce que mes synergies, parce que mes combos se sont pas. Mais en tout cas, je vais pouvoir embêter l'adversaire. Autre changement majeur, c'est la règle attention messire. Pouvoir cacher des personnages en les mettant à 3 pouces, soit d'unité de 3 figurines, soit d'unité qui a le mot-clé véhicule et d'autres petites restrictions. Comment ça se traduit pour les Harlequins? Alors, pour les Harlequins, c'est plutôt un up, même s'il y a un petit côté nerf, parce que du fait de leur fragilité, souvent à la fin de game, en late game, il te reste que tes persos. Donc le fait de ne pas pouvoir potentiellement les protéger avec une unité ou un transport qui reste au fond de l'adversaire et donc pouvoir être ciblé, ça peut être potentiellement un nerf. Après, les persos ont tendance chez les Harlequins à accompagner l'armée, parce que comme on l'a dit, ils le buffent soit en défensif, soit en agressif, que ce soit le Shadow Seer ou le Troop Master. Donc ils sont souvent au milieu du combat. Ils n'ont pas trop d'impact là-dessus. Par contre, là où ça peut être un up, c'est qu'il y a une vraie volonté du fait de la mobilité des Harlequins, que ce soit le solitaire dont on a parlé, ou les transports, ou les motos, d'aller sniper les persos pour éliminer les buffs adverses. L'Harlequin, du fait de son côté frappe chirurgicale, peut être très punitif si l'adversaire fait des erreurs. Donc clairement, un perso mal positionné chez l'adversaire peut être très facilement puni parce que j'ai la mobilité. L'exemple typique, c'est qu'il se met à 2,5 pouces d'un rhino un petit peu sur le côté, bah toi tu as la mobilité pour aller le prendre de côté et donc que ça soit la figurine la plus proche, ainsi de suite. C'était déjà le cas en V8, mais là ça va être encore plus le cas en V9 parce que justement, réussir à se mettre à 3 pas, à moins de 3 pas de 2 ou 3 unités ou d'un véhicule, 2 véhicules, donc de couvrir tous ces angles pour un personnage devient plus compliqué. Ça te limite plus dans tes actions vis-à-vis de la game. Et là, pour le coup, l'Harlequin va être potentiellement plus punitif. Autre changement majeur de cette V9, c'est la façon dont on gagne in-game, à savoir les objectifs primaires et secondaires. On va parler des secondaires dans un deuxième temps. Là, au niveau des primaires, pour rappel, le fait de marquer 5, 10 ou 15 points par tour avec un cap à 45 en prenant juste des objectifs, comment est-ce que ça se traduit pour des Harlequins? Parce qu'on a parlé d'armes chirurgicales, certes, tu as parlé de palliatifs au tanking, mais t'es quand même très sujet à la saturation, donc rester sur un objectif peut être compliqué. Comment ça se traduit sur les primaires? Le gros avantage, encore une fois, c'est la mobilité, c'est-à-dire que les objectifs sont très facilement prenables. Et tu te mets sur un objectif, je peux, avec mon agressivité, avec l'Alpha Strike, en tout cas le Glass Cannon que je peux avoir, te raser ce qu'il y a dessus et le prendre à ta place. Bien sûr, derrière, je risque de mourir. Donc jouer en deuxième en Harlequin, c'est mieux qu'en premier par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres armées? Non, parce que la mobilité fait que je vais être très vite sur les objectifs. Et malgré tout, les transports, les motos qui vont être potentiellement dans ton camp que tu vas devoir gérer, va faire que je vais peut-être les garder 1, 2, voire 3. Plus être dans cette logique-là. C'est-à-dire que je sais que je vais mourir. J'ai de l'endu 3, il y a un moment... Ouais, non, mais voilà, il y a un moment, il y a une réalité, il faut l'assumer. On a beau avoir des buffs de tankiness avec l'arrivée du Psychic Awakening, avec le Shadow Seer, avec le réflexe fulgurant qui te fait -1, plus les véhicules et ainsi de suite. Au bout du bout, on risque de mourir. Mais si j'ai pris suffisamment d'avance en primaire et sélectionné les bons secondaires dont on va parler, à la fin de la game, j'aurais quand même gagné. Voilà. C'est là où l'Harlequin va être potentiellement une armée plus tricky à jouer quand tu démarres, parce qu'il va falloir justement être dans une logique, je suis prêt à perdre à la fin, même si j'ai gagné au niveau des points. Ouais, donc en fait, on va vraiment être sur une guerre de ressources et de mind game ou de pression adverse qui va te permettre de faire en sorte que le mec va devoir faire des choix entre soit clean un objectif mais prendre la foudre au prochain tour, soit au contraire se dépatouiller de la merde dans lequel il est avec une unité de moto ou de grosse projection, et toi derrière ça te permet de scorer au fur et à mesure. Exactement. Tu peux pas rester... déjà, c'est pas des gunlines, donc tu peux pas, même avec les occultants, les scénarios font que tu es obligé de t'exposer. L'avantage de l'Harlequin, c'est qu'il s'expose très vite et très rapidement et qu'il va prendre les objets, il peut bloquer l'adversaire, il peut embêter l'adversaire dans son camp. On a plein de choses qui peuvent se téléporter, qui peuvent contourner l'adversaire, faire des flancs refusés. T'as les stratagèmes de redéploiement qui sont un énorme up en V9. Parce que clairement, la synergie, enfin la séquence de démarrage fait que le fait de pouvoir imposer
au déploiement ou de faire peur à l'adversaire, mais derrière de pouvoir se redéployer, comme peuvent le faire les Custodes, comme peuvent faire les Arlequins, les Eldar. C'est un énorme up. Et d'aller faire un flanc refusé, de contourner l'adversaire parce que j'ai la mobilité. Tout ça fait que tu peux marquer en primaire beaucoup de points. Parce que pour vraiment expliquer, rentrer vraiment dans le détail pour qu'on puisse visualiser sur table, il faut imaginer que tu peux faire ce qu'on appelle une liste 24 heures du Mans, où tu mets toute ton armée vraiment sur la ligne de déploiement pour mettre une pression dingue à l'adversaire qui va dire « Putain, s'il a le tour 1, il m'a fait la tronche et je vais la game s'arrête 10 minutes. » Alors donc résultat, je vais être obligé de me déployer plus en arrière. On rappelle qu'on est sur un déploiement alterné, donc on se déploie en réaction aussi d'une pause adverse. Et toi finalement, si jamais t'as pas le T1, le mec s'est mis quasiment en dehors de la table et toi t'as fait « Je me redéploie, hop, tu commences mais t'as rien apporté. » Exactement. Et alors là, c'est le drame. C'est la logique de l'Arlequin, comme d'autres armées, c'est vraiment d'aller essayer d'imposer un jeu à l'adversaire et donc de modifier le plan qu'il potentiellement pouvait avoir. On le retrouve avec l'héros pivot qui arrivait dans le Psychic Awakening, avec ce nouveau stratagème. On avait déjà un stratagème de redéploiement. Là, il s'est up, puisqu'on peut redéployer jusqu'à 3 unités. Plus celui qui est dans le codex, ça veut dire que tu peux redéployer potentiellement 4 unités. Donc pour 4 PC au total. Avant, on avait une problématique de PC avec les Arlequins. L'arrivée de la V9 fait que tu pars naturellement à 12. En Arlequin, en V8, c'était plus compliqué. Il fallait aller chercher des bataillons, un bataillon taxe chez le Drukhari, et ainsi de suite, parce que les unités sont chères. Donc pour faire une liste optimisée et qui te rapportait des PC, en V8, ça pouvait être potentiellement compliqué. Là, on part à une égalité, et ces PC, l'Arlequin en a clairement besoin. Pour le redéploiement, pour les stratagèmes de tankiness, donc de pouvoir se protéger en 3+1 vue, de pouvoir faire la bulle du Shadow Seer sur les véhicules, tout ça. Donc ça aussi encore c'est un up. Et ces petits trucs-là font que tu vas avoir un léger avantage potentiel qu'il va falloir par contre bien exploiter, clairement, parce que c'est super dangereux. Derrière, comme on l'a dit, c'est peu permissif. Et la deuxième partie pour gagner une game, donc c'est toujours marquer des points. Et là, on va parler un petit peu des objectifs secondaires. Encore une fois, gros mea culpa, on reste tributaire de son adversaire et c'est dépendamment de ce qu'il va jouer qu'on va orienter ses secondaires. Mais est-ce qu'on va dire de base par rapport à la nervosité de l'armée, il y en a que tu vas charger très souvent. L'exemple que je sors toujours, en tant que joueur Sista ou d'armée très tanky, tu peux prendre combattant tant que nous le pouvons. Tes 3 figurines les plus chères de ton armée vont te rapporter jusqu'à 15 points en fin de game si elles sont vivantes. Il y en a pour qui c'est très facile. L'auto, ça va être la Riptide. Les exorcistes qui ignorent la paix à -2, Feel No Pain 6 et ainsi de suite en Sista, c'est aussi, on va dire, des bons choix, quel que soit l'adversaire. Sauf contre les grosses gunlines ou des anti-chars. Toi, en Arlequin, est-ce que tu as des objectifs secondaires qui sont vraiment prédisposés parce qu'ils matchent bien avec la nervosité de l'armée? Clairement, oui. Tout ce qui est mobilité et contrôle map, combattons sur tous les fronts. Le fait d'avoir 3 quarts de table hors le milieu, voire 4 pour aller de 2 à 3 points, t'es obligé de te projeter. C'est une armée qui peut pas rester fond de cours. Aller chez l'adversaire, avoir 2 unités chez l'adversaire, ça peut aller très vite. Un transport avec ce qui est embarqué, une unité de moto et un transport, une unité de moto et un perso. Pareil, ça peut aller très très vite. Et c'est un peu la quintessence de l'Arlequin d'aller agresser, en tout cas d'aller se projeter. Donc tout ce qui va être contrôle map. Potentiellement aussi l'attrition. Donc le kill mort, l'objectif secondaire qui dit que tu vas marquer 3 points si à la fin du round, tu as fait plus d'unités mortes adverses que tu n'en as perdu. Exactement. Même si ça peut pas être un choix délicat, l'agressivité de l'Arlequin entre les pistons fuseurs, si tu les as pris, les motos par rapport aux véhicules ou même au corps à corps, fait que normalement, quand tu dois agresser, tu dois tuer. Sinon, de toute manière, si tu n'es pas dans une logique d'attrition et donc de cet objectif secondaire, c'est que tu commences à perdre. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que tu vas marquer au moins 3 points sur 2 à 3 tours, quitte à t'essouffler direct après. Mais donc sur les 15 points possibles, c'est assez séduisant d'en avoir 9. Quoi. Exactement. Après, c'est toujours pareil, comme tu disais, c'est selon la liste en face. Mais il y a une vraie volonté d'agressivité, d'assertivité de la part de la liste Arlequin, la plupart. Tu peux pas rester fond de cours, tu peux pas être défensif, tu vas pas tenir. Que ce soit vis-à-vis de la statue, vis-à-vis du corps à corps et tout ça, tu pourras pas tenir. Donc ça peut être logiquement un objectif. Clairement, les objectifs secondaires qui sont pas cohérents par rapport à l'Arlequin, c'est tout ce qui va être action. Pourquoi? Parce que t'as pas d'unité sacrifiable. T'as pas de petite troupe que tu peux laisser fond de cours et qui va monter une bannière. Ou t'as pas de psycheurs. Tes psycheurs, ils sont là pour buffer, ou débuffer, ou projeter. Donc tu peux pas les utiliser pour faire du psychique, comme un Grey Knight qui va utiliser une unité pour aller faire une action de psychique, ce genre de choses. C'est très délicat et souvent les objectifs de scénario sont pas des objectifs qui vont aller dans le sens des Arlequins, sauf celui où tu dois aller prendre les objectifs dans le camp adverse ou au milieu de table. Mais tout ce qui va être action va clairement pas être des objectifs destinés aux Arlequins. Ce qui est assez intéressant dans ce que tu dis, c'est que quand on regarde, encore une fois, avec le peu de recul qu'on a sur cette version, c'est qu'on va avoir des listes multi-gameplay, je vais penser aux tyrannides, qui, on va dire, ne vont
pas être des armées binaires en termes de scoring. C'est-à-dire qu'il y a peu de fois le tyrannide va réussir à mettre 90-0. Par contre, même quand il va perdre, normalement, dépendamment de comment il a fait sa liste, il arrivera à mettre des points. C'est-à-dire que le tyrannide, il perdra, mais il mettra toujours, allez, on va dire, entre 20 et 35 points. Là où l'Arlequin, non, l'Arlequin est beaucoup plus binaire de ce que je comprends. En tout cas, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est une armée qui peut, selon son adversaire, peut scorer très fort. Soit en jeu individuel ou en jeu d'équipe. Mais si en face, je tombe sur une armée qui correspond bien, c'est-à-dire qui a des véhicules et qui a des petites unités de troupes MSU, ça fait partie des choses que l'Arlequin va aimer. Puisqu'il va pouvoir projeter, détruire les véhicules avec les motos ou les pistolets fuseurs, débarquer et donc faire très très mal. A contrario, il y a clairement des armées qui vont raser l'Arlequin du fait de sa faible endurance, tout ce qui va pouvoir fiabiliser ses tirs, éliminer tout ce qui est -1 pour la touche, -1 pour la blesse, et donc raser très très fort l'Arlequin. Donc oui, on va plus être, pour moi, en tout cas ce que j'ai vu aujourd'hui, sur des scores très binaires, pour l'avoir vécu avec des grosses des grosses claques et à contrario des gros scores dans l'autre sens. Garantir un nombre de points, même si c'est un peu tôt pour avoir une vraie vision du méta, une vraie vision de toutes les games, j'ai pas l'impression que l'Arlequin peut garantir un score. Comme on dit, par exemple dans un jeu d'équipe, ma liste c'est une liste de défense et je te garantis chaque fois 30, 40 points sûr. Parce que je sais que je serai sur les objets, je sais qu'en secondaire, je vais marquer un minimum. Ce qui est pas mal chez l'Arlequin, c'est qu'il peut par contre embêter l'adversaire sur certains choix de secondaire. Comme d'autres armées, le Custode ou d'autres, où l'adversaire va être obligé de réfléchir. Est-ce que je me projette, mais donc je me mets à risque vis-à-vis du contre-close, ou en tout cas de l'effet boomerang que peut avoir l'Arlequin. Ok, j'ai 4-5 véhicules, mais c'est des véhicules à 6 PF, donc, et qui vont être chiants à tuer parce que -1 pour toucher, -1 pour blesse potentielle. KP, certes, on va dire à 15 points avec des secondaires, mais plutôt 10 parce que ça sera 2 points par véhicule pété. Mais derrière, encore une fois, si tu gères les blindés, tu gères pas les troupes devant. Voilà, exactement. J'ai peu d'unités, donc tout ce qui va être kill mort, ça va être compliqué. Les persos, peut-être, parce que j'en aurais facilement 3, 4, 5, et qui s'exposent. L'assassinat, voilà. L'attrition, mais l'attrition, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il faut être sûr. Ça peut être très frustrant de se retrouver avec un véhicule, du fait de le -1 pour toucher, -1 pour blesse et la 4+1 vue que je peux passer en 3+1 vue, de se retrouver avec un véhicule qui va rester 1 ou 2 PV. Ça peut être, voilà. L'Arlequin peut être frustrant pour l'adversaire dans le choix des secondaires ou dans le choix de scoring, et c'est un peu sa logique. C'est le clown qui t'énerve. Et enfin, pour conclure, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a jeté son dévolu sur ces petits clowns, qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à cette armée vraiment en overall, pour confirmer ou au contraire dire aux gens de fuir? Pour débuter, je trouve que c'est une armée compliquée parce qu'elle peut être très frustrante. À côté de ça, c'est toujours pareil, c'est qu'une armée très frustrante peut amener une énorme satisfaction quand tu arrives à donner les synergies, à faire les combos. Et prendre un vrai plaisir, une vraie satisfaction parce que tu n'auras pas l'impression de voler la game. Régulièrement, je ressors de game et je me les refais dans la tête. Je me les refais dans la tête parce que c'est des vrais choix stratégiques, c'est des vrais choix de jeu. Là où d'autres armées sont beaucoup plus permissives, te permettent de faire des erreurs et de pas subir la foudre. L'Arlequin va pas avoir ce côté-là. Tu fais une erreur, voilà, tu prends cher. Je vais juste modérer ce que tu dis dans le sens où quand on dit que c'est pas permissif, attention. Hein. Le codex Arlequin est aujourd'hui, comme tu l'as dit au niveau des positionnements, un codex qui est très fort. En général, on dit quand c'est pas permissif parce que le codex est un petit peu nul. Là, c'est pas du tout le cas. C'est juste que il a des orientations qui sont tellement axées sur certains points que malheureusement, le côté est difficile. C'est pour ça que c'est vraiment un codex à frustration ou non permissif. Derrière, ça reste quand même très fort et t'as des gros outils pour ça. Ça reste fort, le Psychic Awakening a amené des choses très belles, le codex, il y a des stratagèmes, comme on l'a dit, l'arrivée de la V9 avec cette règle naturelle du Raging Crescendo, le up en point de commandement où tu pars naturellement à 12, l'arrivée du Psychic Awakening avec de nouveaux stratagèmes et les nouveaux rôles pivots, fait qu'il y a des très belles choses. Vraiment, c'est une armée qui a repris, qui a eu un vrai bénéfice et un vrai renouveau avec l'arrivée de la V9. Juste, c'est une armée où, quand ça marche pas, ou si tu n'arrives pas à déclencher les synergies, ou si tu es face à un adversaire qui peut contrecarrer ça, la game, elle peut être vraiment très agaçante. Alors là, tu es sur une vision en plus complexe et objective, c'est-à-dire vraiment de choix sur une table. Mais c'est vrai que quelqu'un qui n'a pas forcément le recul de connaître les armées d'adverses ou d'avoir une vision, on va dire, macro de la table, on a souvent le micro sur la micro-gestion et la macro sur le développement de la table, de se dire que quelqu'un, on va dire, qui commencerait le jeu et qui va dire, moi, je me mets là sur l'objectif. C'est vrai qu'il va se faire sortir par n'importe quelle vague de bolter. Et c'est là où je comprends qu'en fait, ça n'est pas à conseiller pour quelqu'un qui n'a pas justement cette vision de, je te crée une menace ici pour que tu me laisses tranquille là. Ça, c'est vrai. Là où moi maintenant je vais plutôt orienter justement ça sur le modélisme, c'est que c'est des figurines qui sont très fines, assez fragiles étonnamment, même si on est quand même sur une belle technologie de Game Workshop en termes de moules, et qui
va apporter pas mal de frustration sur un niveau de peinture simpliste. Je sais pas ce que t'en penses toi, parce que ton armée est magnifique. Bah, moi, c'est un vrai plaisir, mais c'est vrai que tu peux pas rester dans le sobre ou jouer sur l'effet de masse. Enfin, tu peux, mais pareil, tu vas être entre deux, quoi. Là où avec une belle armée Marines, tu parlais des Tyrannides. Les Tyrannides avec la gamme contraste ou avec des choses simples, tu peux avoir un effet masse buff, quoi. Voilà. Là, l'Arlequin, les motos, voilà, très vite, les transports, même t'as peu de perso, faut obligatoirement que on voit de superbes armées Arlequin, c'est fragile et c'est vrai qu'esthétiquement, ça peut être bluffant. Vraiment, moi j'ai vu des armées avec des effets, en plus tu peux avoir les effets domino et ainsi de suite, enfin les effets losange. Vraiment, ça peut être une armée splendide, mais qui peut être un peu agaçante. C'est très fin, c'est beaucoup de temps et d'énergie pour peu de figurines, et en plus elles meurent vite, quoi. Donc quand tu les ranges, c'est toujours plus agaçant. Eh bien écoute, en tout cas, merci infiniment à toi, LOL, d'être venu. Pour conclure, c'est une armée Glass Cannon, donc pas permissif, mais putain ce qu'elle envoie quand elle est bien menée, et quand justement t'arrives aussi à aligner les planètes. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous on vous dit À plus, les Wargamers.